Pour cette toute première interview, j'ai choisi de mettre en lumière Enoch Effa. Ce triple champion du monde de boxe française a un palmarès incroyable de 51 combats pour 48 victoires. Très tôt, Enoch décide d'entreprendre sa vie et d'affronter les épreuves d'un quotidien semé d'embûches en utilisant l'art de la boxe. La boxe, il la conçoit comme une méditation en mouvement, nourrie de rigueur, de maîtrise et de détermination. Un véritable art de vivre pacifique qui lui permet de se réaliser, de se surpasser et d'apporter sa part au monde. Fort de ses expériences, il décide de partager son approche de la performance et du leadership auprès de décideurs, d'entreprises ou toute personne désireuse d'impacter à titre individuel ou collectif. Ce partage, il le fait au travers de ses coachings, ses formations, ses conférences, ou bien encore de son livre qui vient de paraître aux éditions Erol sous la direction de Anne Guéquière, 12 rounds pour exister au-delà des échecs. Dans ce livre, il nous dévoile tous ses secrets pour avancer dans la vie avec confiance et dépasser les difficultés. Mais au-delà de l'athlète, de l'entrepreneur, du conférencier, j'avais à cœur d'interviewer l'homme au grand cœur que j'avais déjà eu le plaisir de côtoyer. Enoch peut également se définir par sa profondeur d'âme, son humilité, sa générosité et la congruence des valeurs qu'il incarne au quotidien. Bonjour Enoch. Bonjour Sabrina. Je te remercie de nous accueillir aujourd'hui. En plus, on est chez toi dans un lieu intime. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots et nous dire qui est Enoch Effa? Alors qui est Enoch Effa? Enoch Effa, c'est quelqu'un qui, je pense être un booster de potentiel, quelqu'un qui aime, qui a un malin plaisir à voir les personnes se transformer. J'aime transmettre, être pour transmettre. Donc c'est un peu un melting pot de tout ça. Et puis quelqu'un qui veut se créer une vie sur mesure par des expériences qui sont régies par des victoires et des défaites sur le plan humain pour vis-à-vis des gens, quoi. Ouais. Alors qu'au milieu, moi, il y a que l'apprentissage qui est entre les deux qui va traverser les temps, donc se créer des expériences vraiment inoubliables. Voilà, je suis Enoch Effa et qui aime se créer vraiment une vie sur mesure, quoi. Ok. Par ces expériences inoubliables à se créer et à faire en sorte que d'autres se créent aussi. Ouais, c'est une belle présentation. Voilà. En fait, c'est Enoch Effa, pas que pour Enoch Effa, mais surtout pour apporter aux autres. C'est ce que tu me dis. Exactement. De toute façon, à partir du moment où on rassemble sa propre lumière, après on rayonne. Donc aujourd'hui, au stade de vie dans lequel je suis aujourd'hui, bah, je sais que c'est pour apporter aux autres, mais c'est pas ma première intention parce que on apporte à ceux qui l'ont demandé et il faut juste être soi, quoi. Mais je sais que c'est pour le monde, quoi. C'est pas pour soi. Merci Enoch. Alors merci pour cette présentation. Donc on l'a vu, tu as un palmarès incroyable. Et derrière tout ça, souvent il y a des épreuves, des difficultés qu'on traverse et qui sont vraiment éprouvantes. Est-ce que tu veux nous partager quelles ont été les difficultés majeures que tu as rencontrées dans ta vie? Alors, j'ai tendance à dire que je transforme mes difficultés sont des challenges. Donc aujourd'hui, le mot difficulté, c'est pour parler au commun des personnes, mais c'est plus des challenges à relever. J'ai eu des tests, donc on va appeler ça difficulté pour répondre à la question. La première difficulté, ça a été de déjà choisir de vivre pour quelque chose et pas contre. Donc de choisir déjà de vivre, donc de décider de qui j'allais devenir et de mettre ma vie en phase par rapport à ça. Donc ça a été dès mon enfance. Ensuite, ça a été de choisir une vie adulte, une vie d'homme, mais sur mesure, qui n'était pas du tout commune. Donc devenir champion du monde en 5 ans, mais dans le but d'être un homme meilleur, c'était ça. D'être un bon homme, on disait. Donc je veux être champion du monde tout en entreprenant, tout en allant en cours et en essayant d'apporter des choses. Donc j'avais monté aussi mon association. Enfin, ça a été tout ça combiné. Donc ça a été le deuxième test. Après, bah, d'autres tests que d'autres peuvent peut-être vivre, c'est construire sa famille, ne serait-ce que ça. Donc voilà. Après, est-ce qu'il faut que je rentre dans les détails? Toi, déjà, dans ta construction personnelle, en tant qu'enfant, tu as vraiment eu des épreuves extrêmement difficiles déjà, alors que tu étais très, 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 très petit, enfin, petit. Ça, est-ce que tu as envie de le partager ou pas forcément? En fait, je pense que comme il y a plus d'une personne qui vit ces choses-là, peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître. On est beaucoup à avoir des challenges et des défis dès l'enfance. Il n'y a pas de livre qui permet aux gens de savoir comment être parent, donc des fois on est confronté à des choses pour lesquelles on est vraiment impuissant parce qu'on est enfant. Ouais. Donc pour ma part, bah, ça a été mon cas, donc il n'y a pas de problème à partager dans les grandes lignes.
Donc, j'ai eu à vivre le décès violent de ma belle-mère devant moi, Mm. qui s'est défenestrée. Et en plus de ça, ce qui a été compliqué, c'est que avant qu'elle y aille, avant que, donc, qu'elle passe par la fenêtre, elle est passée par la fenêtre de ma chambre, enceinte, et elle avait annoncé, voilà, j'en ai marre, je veux mettre un terme à ma vie. Moi, je lui ai répondu parce que j'étais agacé, vas-y. Et je tenais son fils par la main, mon petit frère, quoi. Et on l'a suivi, et elle s'est jetée. Et donc, ça a été vraiment, on pense que ça a pu se passer vite si on prenait un chronomètre. Donc, ça a changé mon rapport au temps. Si on prend un chronomètre, ça s'est passé peut-être en quelques secondes. Moi, ça a été interminable. C'est incroyable parce que la scène, elle s'est représentée à je sais pas à combien de reprises, à de très nombreuses reprises. Et c'était long, très très long. Et la culpabilité aussi, ça faisait que ça a vraiment prolongé cette durée. Et il fallait passer de la culpabilité à la responsabilité. J'ai eu très tôt la chance de pouvoir m'ennuyer. Et en m'ennuyant, ça a développé ma créativité. Je me suis connecté à des références fictives. Et c'est celles qui m'ont sauvé, en fait, qui m'ont permis de me sauver. Non, c'est pas elles qui m'ont sauvé. Moi, je me suis appuyé sur ça pour descendre de ma fenêtre et me dire, bon, finalement, je vais prendre la référence qui était le dessin animé Il était une fois la vie. Il disait qu'on pouvait devenir fort et grand si on faisait du sport. Qu'est-ce que j'avais pour faire du sport? J'avais mes mains, j'ai fait des pompes, je faisais des sauts de grenouille jusqu'à en trembler. Donc je suis descendu, je me suis dit je vais devenir fort. Ma mère va peut-être, donc ma belle-mère est partie, ma mère va peut-être revenir, elle va voir que je suis un garçon fort qui a décidé de vivre et peut-être que ça va lui donner envie de revenir. Et ça a été ma première expérience de visualisation parce que finalement, ben, un an après, ma mère revenait et j'étais plus fort, j'étais moins dans l'embonpoint parce que j'avais un bel embonpoint parce que je mangeais pour me défouler. Et à partir de là aussi, j'étais déjà dans la voie de construire sa vie sur mesure avec un mélange de Charline Gaz, Caroline Gaz, une table sans alcool, du sport, des livres, de la joie, même si c'était très chaotique autour de moi. D'accord. En fait, pour remettre un peu de contexte, ta maman avait quitté le foyer. Quand tu dis revenir, Alors quitter, non, je l'ai même pas vu quitter parce elle était juste pas là. En fait, elle d'accord. était juste pas là. Ils étaient déjà séparés. Donc du coup, je suis allé habiter avec mon père D'accord. qui était en situation et voilà. Donc D'accord. un an et quelques après, cette expérience dans laquelle j'ai dû choisir de vivre pour quelque chose au lieu de mourir entre guillemets pour rien. Parce que la culpabilité, en fait, au final, c'est sa représentation des choses, en fait, mais au final, c'est rien. Et ça peut être un poids. Nous-mêmes, on se met. On voit en tout cas dans ce que tu viens de nous livrer combien ça a dû contribuer à forger ta résilience et ta détermination. Puis il y a eu d'autres épreuves, bien sûr, de vie aussi. Oui. Il y a eu. Il y en a eu d'autres. Ouais. Alors, donc là, on parle de ça, mais ça, c'est une épreuve liée à l'enfance et qui peut nous poursuivre à l'âge adulte, jusqu'à l'âge adulte, si on ne le traite pas. On a pas mal de personnes qui, à l'âge adulte, se retrouvent avec des défis qui datent de l'enfance et s'ils ne le règlent pas, on revient sous forme de cycle et en boucle sur les mêmes problématiques. Donc, si tu développes la culpabilité dès ton enfance, tu peux, enfin, je suis pas psy, mais en tout cas, moi, tant que j'avais pas réglé ces choses-là, bah, je butais sur les mêmes problèmes. Donc, pour celles et ceux qui ont des problématiques qui sont liées, des fois, il faut aller chercher jusqu'à l'enfance. À l'adolescence, ça a été pareil. Ça a été idem, mais là, ça a été cette fois-ci avec ma mère. C'était soit, donc, ma mère a dû faire face, en fait, à une maladie, donc le cancer de l'estomac. Moi, je côtoyais une femme forte elle avait des punchlines du type, si tu veux plus tard avoir une femme, une femme bien, il faut que tu sois un homme bien. Enfin, elle avait vraiment des punchlines, vraiment. Et je vois petit à petit qu'elle tombe malade, mais elle avait un peu ce côté fier, il faut pas montrer. Et elle était beaucoup dans la transmission. Donc, elle commençait ses phrases par un jour, si je suis pas là, et moi, je voulais pas entendre parler du jour, elle serait pas là. C'était pas possible qu'elle soit pas là. Et bah, à l'adolescence, il a fallu que je me fasse à l'idée quand on m'a annoncé qu'elle était pas là, qu'elle était plus là. En plus, on me l'a annoncé d'une manière très très. En fait, finalement, c'était sauvage, parce qu'il y avait un repas funéraire. Et au moment où tu manges, on t'annonce en fait le décès. Donc, tu peux un peu manger de travers, quoi. Donc, j'étais avec ma petite sœur. Elle a une dame qui me dit ta mère est morte. Et moi, je mangeais. Et le repas était pas très bon. Donc, je cherchais vraiment le goût. Et c'était le but du repas, c'était de faire passer un message amer. Et je regardais la dame, je lui dis, mais toi, ta mère doit être morte depuis longtemps, toi. Mais je continue à manger, quoi, en fait. Pour moi, c'était pas possible.
Et par rapport à ça, ça a construit quand même une adolescence où j'avais un pilier, j'avais visualisé ça dans mon enfance, de vivre avec elle. J'étais content de vivre avec elle, même si c'était pas avec mon père et tout ça. Et il a fallu que je choisisse entre, bah, je suis en colère. Quand tu es adolescente en colère, tu commences à être un gaillard. T'as déjà plusieurs déménagements à ton actif. Tu peux vraiment aller très loin. Ou me dire, attends, qu'est-ce que je fais en fait de tous les sacrifices qu'elle a pu faire Mm. et de tout ce que j'ai hérité en termes de savoir. Donc ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu Ouais. des cycles, tout ça. Donc le deuxième challenge, ça a été justement de choisir comment j'allais vivre ma vie d'adulte et de fil en aiguille, il a fallu que je me trouve une mission de vie. Ça s'est manifesté par le fait de construire une famille en prenant la responsabilité dans mon rôle de grand frère, parce que j'ai une petite sœur, et de me dire je serai un homme comme ça pour pouvoir mériter une vie comme ça. Je vais devenir champion du monde en 5 ans, en reprenant mes études et en faisant en sorte que ça serve à ma vie et ça serve à la vie des autres. Et c'est comme ça que 4 ans et demi plus tard, je deviens champion du monde. Ouais, c'est ça. En fait, ce que tu dis qui est vraiment important, c'est qu'on a besoin d'avoir une vision très forte, Oui, animée, enfin, connectée à ce qui nous anime profondément. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Quels sont les objectifs, mais pas que les objectifs, hein, tu parles de chemin de vie, de vision. C'est vraiment ça qui te permet de tenir dans les épreuves et de réaliser en tout cas les objectifs. c'est ça. D'abord un pourquoi qui est clair et en même temps c'est très paradoxal ce que je vais dire. C'est que tu as un pourquoi qui est clair, Mm. un peu comme une mère qui se dit voilà moi je veux un enfant. Ah, tu fais ce qui te fait plaisir pour avoir l'enfant, mais aussi tu sais que tu vas avoir de la douleur, mais sans te concentrer sur, au final, au quotidien, tu sais ce que tu as à faire pour pouvoir avoir cet enfant-là, mais t'es pas que focus sur l'enfant. Tu te focuses maintenant que sur ce qu'il y a à être et à faire. À partir du moment, ok, tu fais en sorte que ton rêve ne te domine pas. Mm. Tu domines le rêve en revenant à du concret. À du concret, mais sauf que au lieu de compter les choses pour réaliser ce rêve, tu fais en sorte que chaque chose compte pour tendre vers ce rêve. Et ce rêve, des fois, il peut être en décalage au final. Ouais. Mais comme tu fais en sorte que chaque chose compte, au lieu de compter ces choses, et ben du coup, il y a une substance que tu peux, une énergie que tu en tires, qui va te servir à nourrir un rêve sur mesure. Mais t'es pas obsédé par le résultat, en fait. Alors Enoch, tu viens de parler de vision, de chemin de vie, et justement une vision connectée à ce qui nous anime profondément et vraiment puissante dans la réalisation de nos objectifs. Est-ce que tu veux nous parler justement de quelle était ta vision, quels auraient été tes moteurs, les buts que tu t'étais fixés pour atteindre tes objectifs? En fait, au départ, j'ai eu des moteurs qui étaient extérieurs et qui étaient tronqués. Et ça m'a vraiment appris qu'il fallait pas avoir des moteurs extérieurs. C'est très très dur en fait. Je me suis rendu compte que c'est pas ma mère mon vrai moteur en fait. C'est pas ma sœur, c'est pas ça a été des prétextes pour enclencher des choses qu'il fallait que je libère en moi. Mais quand t'es enfant, t'es pas responsable en fait de tes propres rêves. C'est entre les mains d'autres personnes. Et donc du coup, avec les expériences que tu as eues avec les adultes, des fois ce rêve il peut être un peu bridé. Donc, dans un premier temps, mon moteur, ça a été, tiens, je veux devenir quelqu'un de meilleur et je veux mettre en musique tout ce que ma mère a pu me transmettre et continuer à la faire vivre à travers ce que j'allais réaliser. Donc, je veux devenir champion du monde, je vais entreprendre, je vais récupérer ma sœur et ainsi de suite. Donc, ma sœur qui était une manifestation physique des promesses que j'avais faites à ma mère. Mais quand je me suis rendu compte après le travail que ça nourrissait encore plus de culpabilité, il a fallu que moi je me trouve des moteurs vraiment intérieurs. Vraiment qu'il soit autre que ma mère, ma sœur, il faut que je me constitue, moi, l'individu que je souhaite devenir. Et ça n'a pas été facile. Mais en fait, il y a deux mots qui synthétisent en fait, euh, qui synthétisent un peu ce que ma vision et ce qui m'anime, c'est être et transmettre. Je me rends compte que j'ai toujours été dans le pourquoi et ça a toujours fait rire. J'ai toujours voulu créer des choses un peu hors des sentiers battus. Ça a toujours fait rire ou susciter de l'agacement, de l'énervement. Et là, j'ai compris que c'était un bon signe. Donc, en fait, j'ai juste envie d'être une personne à part entière avec son lot de défauts et de qualités. J'ai pas envie d'être parfait, pas du tout, pour pouvoir transmettre, mais en incarnant les choses. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le mantra, être et transmettre. Mais à travers quoi? J'aime le mouvement, j'aime expérimenter les choses, j'aime manger, j'aime créer de la valeur en gardant mes valeurs, parce qu'il y a un rapport à l'argent que j'ai pu avoir qui a été un peu distordu, je sais pas si ça existe ce mot, mais on va l'inventer aujourd'hui. Et, euh, et du coup, toutes ces choses-là, en fait, je les manifeste de manière très concrète
entreprenant, en étant dans le métier de transmission via la formation, les conférences, en essayant de faire en sorte de créer un style de vie qui est le mien et auquel d'autres vont pouvoir se raccrocher ou non, parce qu'il y a des principes fondamentaux et des bases dans lesquels les gens peuvent se reconnaître, pour lesquels je leur dis, prenez ce qui vous va pour pouvoir vous permettre d'être et aussi de transmettre. Parce qu'à partir du moment où on passe dans cette terre avec un laps de temps qui est très réduit. Si j'enlève l'enfance dans laquelle j'avais pas du tout la responsabilité même d'enclencher mes rêves, si j'enlève l'adolescence où j'étais entre la voix qui mue et tout ça et les problématiques et le chaos et tout ça, si j'enlève la partie où tu bosses parce que tu dois grimper en compétences, te faire une place dans la société, le laps de temps dans lequel tu peux évoluer pour te réaliser en phase avec toi-même, il est très très court. Et ce laps de temps, il est très important. Donc maintenant, c'est juste être et transmettre pour permettre à d'autres de se permettre d'être et transmettre aussi à leur tour. Et c'est ce qui va traverser les temps. D'accord. Donc, en fait, tu me dis que pour atteindre tes objectifs, tu as allié ta vision qui était puissante, tu l'as associée à tes valeurs aussi qui t'animent au quotidien, notamment donc pour récupérer ta sœur, pour remettre en contexte qui était en famille d'accueil, c'est ça? On était tous les deux placés. On se retrouvait placés dans les services sociaux. Donc on était en famille d'accueil. Après, elle est restée après aller dans les foyers. Moi, je faisais des fugues. Je me sentais pas trop bien et j'ai demandé en fait à trouver un moyen d'avoir une émancipation pour pouvoir faire en sorte de la récupérer progressivement. Et c'est là où la boxe est arrivée dans ta vie? Oui. D'accord. Parce que l'un des moyens de pouvoir récupérer, c'était de se construire une situation sociale. Et par la boxe, je pouvais intégrer en fait des dispositifs de haut niveau qui me permettaient de travailler et de m'entraîner, donc d'avoir une situation sociale. D'accord. Et maintenant, j'aimerais plonger un peu plus profondément dans les clés concrètes qui t'ont permis justement de devenir le champion que tu es devenu. Qu'est-ce que tu avais? Est-ce qu'au quotidien, il y avait des rituels, des pratiques? Est-ce que tu t'es entouré de personnes particulières? Est-ce qu'il y avait des actions que tu as mises en place et que tu ne faisais pas avant? En fait, pour moi, ma championne, c'était ma mère. Ma championne de tous les jours, ça a été ça. Donc, je me suis vraiment appuyé sur des rituels simples. Qu'est-ce qu'une femme comme elle a pu faire pour partir d'un pays, arriver ici, ne pas connaître la langue, ne pas savoir lire, écrire, pour me mettre, moi, beau bébé, au monde, et réussir à se mouvoir, prendre la ligne de métro et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je suis quelqu'un qui très très tôt a installé la visualisation. J'ai besoin, avant un combat, avant une échéance, de visualiser. Si je visualise pas, et je parle pas de la visualisation, tu es là et tu vois, tu as des images. Non, je le ressens, je transpire. C'est quand je visualise, si je visualise quelque chose, même si c'est un plat, il est pas dans ma bouche, je l'ai. C'est vraiment cette visualisation. Tu ressens aussi l'émotion? Tout. Mais je suis vraiment. Donc c'est ce qui m'a permis de faire en sorte que même dans les moments de chaos où c'était vraiment flouté, je vais pas dire noir parce que noir c'est classe, c'est pas méchant. Donc dans ces moments-là, j'arrivais à percevoir la lumière, à me connecter. Mais qu'est-ce qu'elle a pu faire cette personne pour pouvoir tout simplement pour orchestrer son quotidien, se lever le matin. Donc je me suis mis à me lever le matin parce que j'avais pris l'habitude à un moment de me lever juste ne serait-ce que tard, se lever le matin. Elle avait des rituels aussi avec sa propre famille, parce qu'il fallait envoyer des fonds. Il fallait aussi comprendre comment gérer ses travaux à distance. Elle a appris à lire et à écrire avec moi, donc je me suis mis tout de suite dans la quête d'augmenter mon niveau de connaissance. Donc je retournais en cours et je cherchais aussi un boulot. Enfin, j'étais vraiment dans ces choses-là de manière très très concrète. J'avais listé toutes les actions à faire que j'aime ou que je n'aime pas, mais dont j'ai besoin, en phase avec une vision que je me rappelais à chaque instant. Et j'ai mis ça en place, en fait, ça a été vraiment ça. Donc, je me suis entraîné une fois, ça a été une fois par jour. Ça a été de visualiser, d'avoir des références, de trouver des références fictives ou réelles de champions qui ont impact au-delà du ring, parce que je trouve pas ça funky, en fait, les combats. Ouais. Mais ce que les gens faisaient des combats, ça, je trouvais ça funky. Et ça a été de mettre tout ça en exergue et de choisir certaines règles. Il y avait des règles qui étaient simples, c'était je me fais de l'argent en sachant que je vais bien dormir ce soir. Donc à chaque fois que j'ai été tenté par des amis sur des manières de faire de l'argent différemment, je savais que ça correspondait pas à mes règles et ni à mes rituels. Donc je disais non.
Mais par contre, on était dans une société où celui qui brillait le plus, qui arrivait avec ses, moi je me souviens encore de scènes où il venait avec les billets et tout ça, parce qu'on était un peu inspiré aussi par les États-Unis, mais moi j'étais plus Asie et Afrique. Donc du coup, ça ne me parlait pas, parce que ça correspondait ni à mes règles, ni à mes rituels. Une fois que j'avais listé ces actions-là, que j'avais ces règles-là, et que j'avais ces choses que je visualisais, si je le visualisais pas, il fallait que je m'asseye, que je stoppe. Donc je pouvais rester dans ma pièce. On pouvait venir me sonner. Donc dans ma pièce, j'avais des chambres d'hôtel. J'allais d'hôtel en hôtel avant d'avoir mon premier studio. Et je voulais connecter personne tant que je vivrais pas le truc. Je voulais pas sortir pour rien. Et donc, viens, on sort. Il y a un truc à faire dehors. Il y a quoi? Non, mais un truc à faire, viens dehors. Je sortais pas. Hmm. Voilà. C'est très précieux ce que tu nous dis parce qu'en fait, tu n'as pas de botte secrète. En fait, ce sont des clés qui sont accessibles à tout le monde. Donc, tout le monde peut avoir une vision très forte, se mettre des moteurs, des objectifs, se connecter à ses valeurs pour relever les défis qu'il a relevés et atteindre ses rêves finalement. Mais carrément, en fait, si tu veux, moi, je valorise le parcours de ma mère, mais on n'est pas tous à valoriser son propre parcours et à se dire qu'une personne qui traverse un pays, qui met un enfant au monde, qui a sacrifié son corps, oh, ben, c'est normal parce que tout le monde le fait. Non, c'est pas normal. En fait, c'est exceptionnel. Mm. Donc, j'ai juste appris à attribuer une valeur exceptionnelle à ce que je pouvais faire de lambda pour d'autres. Ce qui était lambda pour d'autres, Mm. je me suis rendu compte que c'était juste top. Donc, en trouvant en fait les champions euh, autour de moi et en moi, ça m'a permis d'avoir à éviter d'aller chercher les ambitions qui étaient extrêmes avant de me dire que ça avait de la valeur. Donc c'est juste ça. Donc c'est des choses simples, tu reviens à des fondamentaux, mais que tu connectes à des choses qui te correspondent à toi et qui peuvent paraître plus ou moins ambitieuses vis-à-vis des autres. Donc j'ai choisi un sport qui n'a pas d'argent. Je sortais du foot où j'étais déjà payé. Je suis allé en boxe française alors que j'avais le choix entre la boxe française et la boxe anglaise. Et dans la catégorie poids lourd, il y avait la place pour devenir champion, millionnaire, et ainsi de suite. Mais dans mes valeurs à moi, je savais que j'étais pas aussi prêt aussi à gérer l'argent. J'avais pas la famille pour avoir mon backup. Je savais que j'allais me perdre moi-même. Donc j'ai choisi quelque chose dans lequel je savais que j'allais grandir en valeur pour ensuite créer de la valeur. Mm. Le fil était fait, et c'était comme ça. Et D'accord. aujourd'hui, on en est à ce stade-là. Ouais, Donc je regrette pas. c'est ça. Hein, Mm. donc, il y a une belle réalisation encore et de belles à venir encore. Et par contre, ce qui m'intéresse aussi, c'est tous ces moments de vulnérabilité parce qu'on sait que le succès n'est pas forcément un chemin linéaire. Il y a parfois des doutes, peut-être même des abandons. Est-ce que toi, tu as toujours été porté par la confiance dans le fait que tu allais vraiment réussir? Ou est-ce que tu as eu ces moments d'abandon, de doute, de désespoir sur ton chemin? En fait, moi, il n'y a pas de notion de confiance. Confiance en ce moment, c'est le mot, c'est un mot. Et pour moi, je trouve que c'est un gros mot. En fait, ce mot-là, il devrait même pas arriver tout de suite. Mhm. J'ai eu foi. J'ai eu foi en des choses, donc ça dépasse la confiance. Donc, c'est-à-dire que avec la capacité de visualiser quelque chose qui n'existe pas, mais vraiment la vraie visualisation profonde, j'ai eu foi en cette chose-là. C'est intéressant cette différence entre la confiance et la foi. Ouais, La foi, on dirait que c'est quelque chose qui est intrinsèque, qui vient de toi, de l'intérieur. ouais. La confiance, on a l'impression que c'est beaucoup plus mental, non? La Qu'est-ce que tu en confiance, pour penses? moi, c'est mental. Voilà, c'est exactement ça. C'est que les gens, en fait, ils se bercent, ils se dorlotent avec le mot confiance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les personnes, même dans le relationnel, dans le couple, dans le rapport professionnel, il y a beaucoup de désillusions Ouais. qui mènent à des choses dramatiques. Parce qu'en fait, c'est un moyen. C'est quelque chose qui se construit, qui se fabrique, qui se malaxe, qui se modèle au gré des réponses que tu donnes à tes doutes, à tes échecs. Parce qu'à partir du moment où tu deviens une nouvelle personne, t'es forcément en échec. T'es forcément dans quelque chose de nouveau, t'es forcément dans l'inconfort. Oui. Et tu t'appuies forcément dessus et tu le connectes à quelque chose qui est enfoui en toi et qui est en lien avec la foi. Et c'est ça qui bâtit en fait la confiance. Mais quand tu cherches à avoir confiance, où tu te dis, il faut que je sois en confiance pour pouvoir démarrer quelque chose, c'est là où les gens se perdent, en fait. Et c'est ce qui fait qu'après, des fois, tu as des couples qui échouent. Ah, mais là, on n'est pas assez en confiance, donc on peut plus. Non, non, en fait, ça, on devrait se poser sur, c'est quoi la lumière sur laquelle on est connecté, là? C'est celle-là. Tu vois qu'entre la lumière là-bas et ici, on est quand même un peu dans l'obscurité. Ouais. On est vraiment dans le sombre. Et c'est ça, le jeu. Et au fur et à mesure qu'on va s'approcher, qu'on va se mettre en voie dans cette lumière, on va construire la confiance, mais au gré des doutes, des peurs et des échecs, parce que forcément, la distance qu'il y a entre cette lumière et ici
eh ben, elle est jalonnée en fait de doutes et d'épreuves, et c'est ça qui fait qu'après, on te dit, bah, t'es vulnérable. Mais t'es en train de muer, t'es en train de te faire une nouvelle peau, bien sûr que t'es vulnérable. Et c'est ce qui fait qu'on va vraiment avancer ensemble. Tu prends ça comparé à une personne qui cherche directement la confiance, ben forcément, ça tient pas. Vu que la confiance, ça se construit au gré des échecs, des doutes, des peurs, des trahisons, des abandons, que toi, tu transformes par la vision que tu as, par la vision claire que tu as en ce dans quoi tu accordes ta foi, ça se transforme en fait par la réponse que tu y donnes. Et c'est ça qui crée la confiance. C'est ça, donc si tu dépasses pas tes doutes, tes échecs, si tu t'arrêtes là, tu transcendes pas cette confiance et t'arrives pas à la contacter. C'est ça. Aujourd'hui, il faut embrasser ses doutes, ses échecs, et ainsi de suite. Il faut pas chercher à embrasser tout ce qui va. C'est très très contre-intuitif. Contre-intuitif. Mm. Je veux progresser physiquement, je veux faire du sport, je dois embrasser le fait que je vais suer, que je vais avoir des courbatures. Je veux mettre un enfant au monde, je dois embrasser le fait que mon corps, je risque de le déformer, je risque de souffrir et ainsi de suite. Je vais pas aller courir et aller chercher une recette qui va diminuer à base de pilules de confiance pour essayer d'atténuer la douleur. Tu es dans la quête de l'atténuation de la douleur, donc tu veux pas passer vraiment à l'étape suivante. Tu veux pas avoir la force nécessaire pour faire en sorte que ce qui était douloureux, en fait, soit limite une chatouille. Une chatouille. Ouais, en fait, c'est ça ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu me dis que nos résultats ne nous définissent pas. En réalité, ils nous montrent notre zone d'évolution, notre marge d'évolution possible, mais en ce sens, c'est à nous de définir qui nous sommes, et c'est nous qui mettons en avant chaque jour des nouvelles actions qui nous mènent vers notre chemin. Mais la définition de qui on est, elle ne vient pas de l'extérieur, ni de nos réalisations, ni de ce que les gens disent de nous. Mais carrément, carrément. Et ça, une fois que tu l'intègres, ça change ta vie. Mais ça veut pas dire que j'ai pas des jours avec des downs là-dessus, parce que Ouais. je répète, tu mets en place des rituels, et des fois, si tu y déroges, tu vas voir que tes journées vont être différentes. Si dans tes rituels, tu te dis, voilà, d'abord, je commence par mon pourquoi. En quoi Mm. j'ai foi? Pourquoi je suis debout? C'est quoi mes règles? Là, déjà, tu vas vraiment pouvoir, en fait, te recalibrer, te dire, mais en fait, je suis pas défini par ce que je fais, mais par ce que je suis. Mhm. Après, tu vas avancer, en fait, petit à petit dans tes actions, et tu vas les reconnecter, en fait, à ton pourquoi, en acceptant le fait que le résultat va juste être une conséquence. Mais c'est pas ce que tu poursuis, en fait. Le résultat va être une conséquence. Et ce résultat avec lequel tu vas pouvoir communiquer en société, il va peut-être arriver à un certain moment, mais qui n'est pas le moment de la société. Il y en a qui vont dire, oh, mais t'es en retard. Oh, t'as tel âge, t'as pas d'enfant. Oh, t'as tel âge, t'as pas encore fait ci. Ça, c'est la société. Toi, tu crées ta société intérieure. Et ça va arriver au moment voulu où tout sera aligné parce que toi, tu auras perduré dans tes rituels, tes règles en lien avec quelque chose en quoi tu crois. Mhm. Et ça viendra comme ça, donc les résultats seront une conséquence. Mais par contre, on arrête de se raconter des histoires. Il te faut être ambitieux. C'est-à-dire ambitieux, c'est juste de partir d'un point A et d'accepter juste de grimper. Alors pas forcément une pente raide, juste de grimper parce que Mhm. l'humain, quand il ne progresse pas, quand il n'est pas, quand il ne veut pas surmonter en fait des obstacles, il stagne, il meurt. Ouais. Comme une eau qui a, c'est mort. Donc, il faut être ambitieux et du coup, mesurer, utiliser ces résultats pour mesurer ton avancée vers ce en quoi tu as foi. Juste mesurer que t'es en train d'avancer. C'est tout. D'accord. Mhm. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir bénéficié de chance sur ton parcours, de synchronicité favorable, de rencontres déterminantes, ou tu fais partie de ceux qui croient que la chance, on se la crée soi-même? Bon, en fait, je fais partie de ceux qui croient que on se crée nos bénéfices et on les utilise. Il y en a qui ont, tu peux être avec la femme de ta vie devant tes yeux. Si toi-même tu n'y crois pas en premier, pour toi, ce sera toujours, tu y trouveras toujours un défaut parce que tu es dedans. Donc, j'aime bien cette expression qui dit j'aide la chance. J'aide, aider la chance. J'ai aidé la chance. Hmm. J'aide la chance. C'est à partir d'un moment, il a fallu que moi je me mette en mouvement. Donc je veux pas m'approprier, perdre l'humilité parce que je sais que il y a une énergie, appelez ça comme vous voulez, Dieu, en tout cas une énergie créatrice puissante pour laquelle moi je représente un grain de poussière, mais qui me donne l'opportunité d'aider la chance Mhm. en mettant mes rêves, enfin ce en quoi j'ai foi, en mouvement autour de ce vers quoi j'ai pu être éprouvé ou mis dans le doute, en tout cas autour de l'action. Quoi.
Donc, j'aide la chance. J'ai utilisé les bénéfices qui m'étaient donnés pour pouvoir créer certaines choses. Et au gré du fait que je fais vraiment évoluer en fait mon socle de croyances et de valeurs, bah, je vois qu'en fait le champ des possibles il devient de plus en plus grand. Et donc aujourd'hui j'arrive à un stade de vie où je me dis oui triple champion du monde et de ça, mais en fait c'est peanuts comparé à ce que là je compte réaliser. Donc je me dis en fait mon socle d'ambition et de croyance était tel où je me dis être champion du monde, enfin avoir le titre et être champion c'est deux choses, mais avoir ce titre plus ces diplômes et tout ça c'était tellement éloigné de ce par quoi j'ai commencé. Statistiquement, c'était pas ça. Mhm. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, c'était peanuts. C'est là, par rapport à ce que le champ des possibles, il est vraiment ouvert. Et donc, j'ai saisi les bénéfices de la chance. J'aide la chance, mais je suis une chance. Je suis une chance de montrer à d'autres que par l'imperfection, on peut se réaliser. Il y en a qui vont se nourrir de mes erreurs pour pouvoir se réaliser. Il y en a qui vont se nourrir de mes réussites. Donc, je suis une chance qui aide la chance, qui a de la chance. D'accord. Voilà. Donc je fais pas partie des gens qui pensent que on crée sa chance tout seul ou qu'on en bénéficie. En fait, je suis dans l'entre-deux. C'est un peu hybride. C'est ça, oui, parce que la chance, c'est aussi des opportunités il faut savoir saisir. Oui. C'est voilà la chance qu'on se crée soi-même aussi, comme tu dis. Donc effectivement, il n'y a pas ceux qui ont de la chance et ceux qui en ont pas. Il y a aussi est-ce que je suis présent à ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que je relève les challenges? Est-ce que je crée des opportunités? C'est un peu tout ça aussi la chance. Oui, parce qu'en fait, la récompense, elle est à la hauteur du risque que tu prends. Mmh. C'est comme ça. Vous avez des personnes qui, dans des pays du monde, n'ont pas de chance. Donc, avoir des chances, les cartes, elles sont très très rares. Parce que ils ont même pas encore le choix de l'eau qu'ils peuvent boire, ils n'ont pas le choix des libertés qu'ils peuvent prendre pour être en mouvement. Moi, je suis pas dans ce cas-là. Mais malgré ça, il y a des personnes qui sont des chances dans ces pays-là. Quand tu les rencontres, tu voyages, le sourire qu'ils te donnent, toi, tu le portes, mais tu peux même le porter jusqu'à la fin de ta vie. Parce que ils sont des chances, mais ils n'ont pas de chance. Ils ont moins de chances. Et ils doivent prendre des risques largement plus importants pour réaliser des choses qui peuvent nous paraître banales. Donc, si toi, tu es dans la gratitude au quotidien, tu vas réaliser que tu as une chance, mais incommensurable. Et moi, j'en fais partie. J'ai réalisé en travaillant sur moi, c'est-à-dire ça a commencé par quoi? J'ai mis en place des rituels. Mon premier défi, ça a été de me concentrer 10 minutes. J'arrivais plus à me concentrer. J'étais devenu vraiment quelqu'un d'éparpillé parce que tu veux noyer tes tristesses et tout ça dans tous les divertissements. Donc j'allais en cours, j'avais un chronomètre, je me rappelle, j'avais un Nokia 3310 où je faisais du serpent dessus. Je me disais, allez, tu stoppes le fait de jouer au serpent. Bon, ça, c'est notre génération, mais... Et 10 minutes. Et en apprenant à me concentrer 10 minutes, ça m'a permis d'être plus observateur. Ça m'a permis d'observer des choses que je pouvais pas voir parce que j'étais dans le divertissement. Donc, je commençais à voir des chances là où je voyais rien du tout. Et ça m'a ouvert comme ça vers d'autres choses. Ça a été du concret de créer cette chance. Et je me suis rendu compte que toutes mes problématiques arrivaient en France. Il y a quelqu'un qui avait déjà fait un boulot, mais avec les outils qu'elle avait, et je n'ai pas à lui demander d'être parfaite. Ma mère, je n'ai pas à lui demander d'être parfaite. Par ses erreurs et ce qu'elle a fait, ou mon père aussi, eh ben, si je travaille sur moi, je vais percevoir dedans de quoi grandir. Est-ce qu'il y a eu des rencontres marquantes dans ta vie? Ouais. Il y a eu des rencontres marquantes. Il y a eu des rencontres marquantes. Alors, je sais pas dans quel ordre commencer. Elles ont été marquantes parce que j'ai aussi réussi à le saisir. Je prends un exemple. Ouais. Une fois, je rencontre quelqu'un, mes amis me disent, je venais d'être tout jeune permis. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait sortir de notre quartier. Donc, quand tu es jeune permis, c'est la galère pour toi. Toutes tes tantes veulent que tu les déposes à droite et à gauche, et tous tes amis qui, eux, n'ont pas le permis, ok. Enoch, allez, on sort, on va à un truc qui s'appelle l'Indiana Café. Voilà, on y va. Et moi, ça me saoulait, c'est vraiment ça. Mais j'avais le permis, quoi, et je pouvais pas le savourer que tout seul, quoi. Et Indiana Café, c'était au niveau du 14e arrondissement, il y a une descente qui mène vers la Tour Eiffel, et cette descente-là, je voulais la prendre avec ma voiture, et je voulais aussi faire profiter de la vue. Donc, c'était à côté. Ouais. On y va. Donc, je les vois danser, ils sont super contents et tout, et moi, je m'ennuyais. Et là, je parle à quelqu'un, et je vois, il est assez maigrichon, les gens veulent pas lui parler. Et je me dis, je sais pas, il a un truc. Et je vais lui parler.
Il était touché. Il me dit, tu vois, toi, t'es quelqu'un, t'as du cœur. Moi aussi, j'en ai eu du cœur. Et il faut que tu choisisses les bonnes personnes. Il a commencé à me parler. Il me dit, moi, je sais que je vais bientôt quitter la Terre parce que j'ai le sida. Mais tu vas faire des grandes choses avec ton cœur. Mais choisis les gens avec qui en gros, il me dit, fais-toi un environnement qui va te permettre d'utiliser ton cœur, mais à bon escient. J'ai jamais su son prénom. J'ai encore son visage en pleine tête. Je me souviens des gens qui un peu s'écartaient de lui parce ils voulaient danser. Et il m'a dit, voilà, moi, je sais pas s'il me reste un mois, et ainsi de suite. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Ça a été une rencontre marquante. Ça m'a confirmé qu'il fallait que j'entame un voyage et d'aller dans mon pays d'origine. Donc, dans mon pays d'origine aussi, j'ai fait un voyage dans les châteaux où il y a eu l'esclavage. Dans les châteaux où il y a eu l'esclavage aussi, il y a une personne la personne qui nous faisait la visite guidée. Vu qu'en France, la question principale qu'on me pose, à ton avis, c'est laquelle? D'où tu viens? D'où tu viens? Moi, je le sais parce que tu me l'as dit, mais j'aurais pas trouvé. Bah, à chaque fois que moi je réponds, bah, je viens de Melun, j'ai jamais eu de problème ni de dilemme, en fait, à dire je viens de Melun et je suis d'origine ghanéenne. Et c'était quelque chose qui, en tout cas, a suscité un peu d'interrogation. Je suis allé dans ce château de l'esclavage et j'ai ressenti, tu vois encore des bouts de tissu, tu vois encore des boulets que les esclaves prenaient, tu voyais ce qu'on faisait porter à une femme qui refusait de se faire violer et qu'on fouettait et on arrêtait de la fouetter, ce que si on arrivait à lui faire tomber une oreille par le fouet et tout ça, tu vois les combats que les gens ont menés pour arriver à la liberté. Et le gars qui termine en disant, mais en fait, c'est pas les blancs qu'il faut incriminer et qu'il faut combattre, mais c'est le racisme. Je dis, waouh. Et c'est vrai qu'entre noirs, des fois, on est là, on se charrie, on te dit, hey, toi, t'es un villageois, quoi. Et toi, Douda, Congolais, tu marches avec tes chaussures crocodile. En fait, le racisme, il est intemporel. Mais par contre, il y a un combat pour la liberté qu'il faut entamer. Et le combat, c'est pas forcément quelque chose de violent pour détruire les gens, c'est aussi pour construire. Je suis revenu ce voyage-là, je me suis ouvert le champ des possibles, je n'ai plus jamais perdu un seul combat. Donc il y a eu ces rencontres un peu magiques. Euh, quand je quand je rencontre ma madame et qu'elle me raconte son histoire et elle me dit par la force de la foi, je vais mettre au monde mon fils sans avoir je prendrai pas la péridurale, je respirerai et ainsi de suite et que je la vois faire en me disant mais attends, elle me dit ça, mais est-ce que c'est pour qu'à la première contraction elle me fasse un salto avant? Parce que j'avais bien vu ça. Ouais, moi, non, je limite accoucher dans l'eau, posture du chameau, enfin, je sais pas quoi. Et en fait, non, elle le fait. Et ton fils sort d'une manière mais spirituellement très élevée. Et tu vois la personne, en fait, qui te montre que le champ des possibles est vraiment ouvert si tu te connectes énergétiquement. T'as des connexions qui sont juste énormes, quoi. Qui te créent des déclics énormes. Une dernière connexion, c'est riche en connexions. C'est riche, voilà. Je pense qu'il y a de belles connexions dans ta vie et ça, c'est vrai, je peux en témoigner. Il y a vraiment de très belles personnes avec qui tu connectes au quotidien en plus. Au quotidien, par exemple, je vais en prendre une qui est très pragmatique, parce que en tant qu'homme, c'est très très dur de faire comprendre aux gens qu'il faut travailler sur soi. C'est les bonhommes quoi. Et le travail sur soi, travailler ses blessures, c'est confondu avec être faible et paraître faible. C'est ça. Faut reconnaître qu'on a des blessures et qu'on est donc faible, alors que c'est pas du tout ça. En fait, t'es pas faible. Il y a faible et vulnérable. Pour moi, c'est pas pareil. Quand je suis une larve qui me met dans un cocon pour devenir un papillon, je suis vulnérable, mais je suis en train de me renforcer parce que j'accepte d'être j'accepte le cycle. Mais quand je suis là et que je suis une larve et que je me prends pour un papillon et je crois que je vole, je me fais juste becter, quoi. Ouais. C'est juste ça. Là, je suis faible. Quand je ne sais pas, en fait, ce que je ne sais pas, je suis faible. Quand j'accepte, en fait, qu'il y a des choses que je ne sais pas, je me mets en mouvement, je suis vulnérable. Là, je te parle, je suis vulnérable parce que j'ai pas calculé en amont ce que je vais te dire, mais je me connecte à mon énergie, mon ambition, c'est de transmettre quelque chose et de renforcer mon caractère par mon lot d'erreurs et en même temps ce que je vais pouvoir sortir. Je suis vulnérable, mais je suis pas faible. Oui. Et donc du coup, moi j'ai rencontré je cherchais en fait des personnes qui avaient des outils, des méthodes pour pouvoir me permettre de travailler sur moi. Ouais. Et ça a été très très difficile de tomber sur les bons coachs. Parce que avoir et être, c'est deux choses différentes. Donc j'ai rencontré par exemple une coach qui à un moment de ma vie a su me dire là, faut que tu choisisses entre travailler ton image ou travailler ton caractère. Et c'était un moment où j'étais attaqué pour les choses que je trouvais injustes et qui l'étaient sur le papier parce que c'était déconnecté, en
tout cas de la réalité factuelle et de ma vérité. Mais c'était soit je développais mon image, champion du monde et tout, qui se défend de telle ou telle attaque, ou soit je disais non, mais en fait, ces attaques viennent en résonance avec quelque chose que tu n'as pas résolu, va travailler ton caractère, et qui m'a permis en fait de trouver les personnes et de trouver la force pour aller bosser mon caractère qui finalement impacte mon image. Et ça a été la rencontre avec ma coach Lucille Pochevance qui m'a orienté vers Marthe, qui m'a orienté vers différentes autres personnes. Et ça a été un travail qui a créé un déclic parce que je suis toujours la même personne, j'ai 24 heures dans une journée, mais le fait de travailler en profondeur te permet de décupler en fait l'impact de toutes tes actions. C'est ce qui se passe. Ouais, et ça se passe plutôt joliment. Oui, oui, oui. Donc là, franchement, des rencontres comme ça, j'en aurais finalement des dizaines. Là, on est en train d'échanger, on se pose des questions sous un angle totalement différent. C'est fort. C'est fort, ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment de bascule dans ta vie? Oui, Ouais, ou plusieurs? plusieurs. Tu veux nous en partager un ou deux? Oui, je t'en partageais un ou deux parce qu'il y en avait plusieurs. Là, actuellement, je te parle de la naissance, la manière dont j'ai vu mon fils, mon dernier fils naître. Arriver à un âge où tu te dis, mais attends, t'es en train de t'approcher d'un demi-siècle, t'as la chance. Fais en sorte que chaque moment compte. Donc, il y a eu la naissance, il y a eu les 40 ans, il y a eu le fait de me dire, en fait, tout ce que tu as réalisé jusque-là, c'était... Ça y est, c'est déjà dans l'ancien, mais je vais épuiser pour créer quelque chose de totalement nouveau, mais qui va avoir vraiment un impact. Donc, il y a les 40 ans. Il y a eu le premier voyage en Afrique. Donc, maintenant, j'entame des voyages avec des personnes qui sont amoureuses de l'Afrique, qui sont pas du tout africaines. Et qui vont y trouver l'énergie dans ces terres, et ainsi de suite, qui ravivent leur envie de vivre, d'être dans la gratitude, de passer de la quête de la performance à la quête de sens. Donc, il y a eu ce voyage du coup en Afrique qui a été vraiment un switch, la naissance de mon dernier fils. Et je peux dire que récemment, là aujourd'hui, avec l'écriture de ce livre, oui, on va en parler. Ça a été un truc de fou. On s'en rend pas compte du poids des mots. Mais aujourd'hui, je sais que je peux m'offrir une nouvelle vie et regarder un peu de loin la personne que j'ai été. Au fur et à mesure, je m'éloigne de cette personne-là, je regarde et je dis merci pour tout ce que t'es. Alors qu'il y a quelques années auparavant, avant l'écriture de ce livre, c'est plus dans les t'as déconné, t'as pas été assez si. Maintenant, c'est plus ça. Donc voilà, moment de bascule, l'écriture du livre, naissance de mon fils. Chacun de mes enfants, ça a été la naissance de mon fils, le dernier, qui est un peu il vient boucler aussi un cycle dans la symbolique et le premier voyage en Afrique. D'accord. Est-ce que tu as une anecdote où ta détermination t'a aidé à dépasser les limites que tu avais dans ta vie? Oui, au niveau entrepreneurial. Ouais. On était 6 personnes associées dans un projet à un moment où je voulais vraiment entreprendre, mais entreprendre un peu à la dure. J'avais une première phase où je faisais de l'entrepreneuriat social. Mon but, ça a toujours été d'amener les gens à créer de la valeur et amener d'autres personnes, en fait, à augmenter le sens. Donc, je connectais des décideurs avec des jeunes qui rêvaient de trouver un emploi ou créer de l'emploi. Et après, j'ai voulu entreprendre, on était 6. Les 6 me trouvaient super têtu. J'avais fait 20 banques, dont 18 qui avaient dit non. Donc, au fur et à mesure que les banques me disaient non, mes associés, amis quittaient le navire. Et au moment où je me suis retrouvé seul, les deux dernières banques m'ont dit, OK, j'ai accepté le fait d'être seul, d'être avec moi-même, de porter le projet et de me libérer de 6 autres personnes avec lesquelles j'étais attaché, mais avec lesquelles finalement l'amour ou l'énergie qu'il fallait pour faire ce projet-là n'était pas du tout convergent. Donc ça, je pense qu'en termes de détermination, ça a été top parce qu'après j'ai été précurseur quand même dans un domaine. Ça a duré quand même une dizaine d'années. Et là, je m'appuie aussi sur cette expérience-là pour pouvoir commencer mes projets maintenant à zéro, quoi. Ouais. Tu veux nous en parler de ces nouveaux projets? Qu'est-ce que tu as comme challenge nouveau à relever dans ta vie? Le premier, alors, aujourd'hui, j'ai vu que j'avais besoin d'entreprendre avec du sens. Donc, je me remets dans la transmission. Je me remets aussi, je voudrais en fait amener un maximum de personnes, ça c'est suite à mes voyages en Afrique, à pouvoir se révéler et se permettre d'être dans la vraie liberté. Donc liberté de quoi? Se réaliser. Donc ça va être de monter des écoles dans lesquelles les gens vont pouvoir à la fois se révéler, se libérer et entreprendre à travers ce qu'ils aiment. Et si possible, si c'est des choses qui peuvent impacter la vie des gens, ce serait génial. Donc dans les grandes lignes, c'est ça, mais c'est de la création d'écoles.
avec la partie mouvement. Donc, il y aura forcément le rapport au corps, l'alimentation, la respiration, l'hydratation, l'hygiène nerveuse et ainsi de Le suite. mindset, l'état d'esprit en tout cas. Voilà, gérer ses émotions, comment prioriser son temps, enfin, toutes ces choses-là. Il y aura le rapport à créer de la valeur, chacun avec ses compétences, marketing et ainsi de suite. Et il y aura le rapport aussi à comment connecter les énergies qui nous correspondent et ne pas avoir peur d'être seul. Pire que d'être seul, c'est être mal accompagné. Et d'ailleurs, tu vas t'entourer toi-même de personnes dans ce projet-là? Oui, parce que au fur et à mesure que je suis plus en phase avec moi-même, c'est plus simple pour moi de me connecter à d'autres personnes. Donc, c'est plus simple pour moi de déléguer, c'est plus simple pour moi voilà, de laisser les choses se faire en acceptant chose qui était un peu moins facile parce que je venais d'un socle de pensée qui était plus dans on n'est jamais servi par soi-même, ou me faire 100% des choses que de laisser quelque chose à quelqu'un qui va mal le faire. Maintenant, tout switch. Je préfère mieux avoir 1% de ce que 100 personnes vont faire que de faire 100%, 100 choses tout seul, quoi. Bien sûr. Donc, ça va être ça. Je m'entoure de ces personnes-là. Il y a la force du groupe aussi. Il y a la force du groupe, mais je crois pas trop. Moi, je me réfugie jamais derrière le groupe. C'est-à-dire que même s'il y a un groupe, je fais mes efforts à moi. Voilà. Même s'il y a un groupe, je suis ce que j'ai à être. C'est-à-dire que je m'abandonne pas en me disant, bon, vu ce que j'ai été, vu mon statut, c'est bon. Il y a une force que je libère dans le groupe. Il n'y a pas la force du groupe. Il y a une force que je libère dans le groupe, parce que tout en mouvement, et c'est jamais acquis. Et entre tous tes projets, ton bien-être personnel, ta vie familiale, comment tu arrives à trouver l'équilibre dans tout ça? Il y a pas enfin, si. J'arrive à trouver l'équilibre depuis que j'ai accepté que les choses naissaient du chaos. Donc, depuis que j'ai accepté que les choses naissaient du chaos, depuis que, ouais, de manière très très simple, on te dit que c'est du chaos que la Terre a été créée. Big Bang, boum. On te dit que c'est du chaos que nous-mêmes, en fait, on est venu sur Terre. C'est-à-dire que, donc, à partir du moment où j'ai compris que c'était du chaos que créaient les choses, que les choses se créaient, j'arrive, en fait, à me dire, bah, tiens, la règle, c'est faire en sorte que chaque moment compte au lieu de compter chaque moment. Je vais pas essayer de me dire, ah, il faut que je passe 3 heures avec mes enfants, 3 heures sur le projet et tout ça. Sinon, si je passe 2 heures et demie avec mon enfant et 3 heures sur le projet, je vais me sentir coupable parce que j'aurais mis mes enfants sur le côté. Non, je peux passer 1 heure qui vaut 10 heures avec mon enfant et me dire sur cette phase-là, je vais passer 10 heures sur mon projet, ça fait pas de moi quelqu'un de coupable. Et de trouver un équilibre parce que dans tous les cas, j'ai un rapport à mon enfant, à mon projet, à moi-même, qui sont les ingrédients de ma journée. Et donc, c'est ce qui va faire l'équilibre. Donc, on est en hiver, je risque de prendre du poids. Ben là, je vais faire peut-être plus de sport pour éliminer. Et je prends peut-être plus de temps pour moi, où je suis dans un cycle de vie, où je fais face à un deuil. Dans ces moments de deuil, je mange plus. Donc, à ce moment-là, je me concentre plus sur moi. Désolé les enfants, désolé le travail, mais là, je vais passer un peu plus de temps pour moi. Je vais passer d'une séance de ça à 2 avec du yoga et la respiration. Mais c'est cette phase-là qui va durer 3 mois. Et c'est ça qui crée l'équilibre. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et donc, du coup, aussi, je m'entoure de personnes qui peuvent comprendre que les choses bougent et qu'elles sont jamais figées et qu'on grandit au fur et à mesure. Donc, c'est comme ça que je crée l'équilibre. C'est en acceptant, en fait, que quand il y a du chaos, c'est que j'ai mis du mouvement. Ou que j'ai arrêté de bouger. Et si j'ai arrêté de bouger, par contre, c'est pas du chaos, c'est de la mort. Donc, s'il y a du chaos, c'est que t'es vraiment en train d'avancer vers l'équilibre. Et qu'il faut doser en te disant que tous tes ingrédients doivent faire partie de la composante de tes semaines, parce que des fois, ça peut être un jour tu fais que ça et un autre jour, mais tes composantes sont là, c'est tout. Ouais, tout à fait. Tous tes mouvements, il y a des phases de dilatation où on agit sur l'extérieur, des phases de rétraction où on est plutôt dans le recentrage sur soi. Et c'est un petit peu ça, en fait, un peu. Ouais, c'est ça. Dans ces mouvements. Je pense à des poumons. Ouais, c'est ça. Quand on respire, c'est un peu ça, en fait. Effectivement. C'est ça. On reprend notre place, on se réintériorise à nouveau. C'est un petit peu toujours ça, ces mouvements-là. L'extérieur à l'intérieur, en fait. C'est ça. Et ça, c'est ça, la différence entre la maîtrise et le contrôle. La maîtrise, faut penser en fait aux jongleurs. Hein. Quand tu jongles, t'as pas toutes les quilles dans tes mains. Quand tu contrôles, tu veux les avoir toutes. Moi, je suis mieux ne pas avoir toutes les quilles entre les mains et d'en avoir peut-être 2 qui tombent, mais de continuer dans la maîtrise et de me dire je vais tout contrôler jusqu'à ce que mes mains se tétanisent et que tout tombe d'un coup et qu'après quelqu'un d'autre jongle avec alors que non. Bien sûr. Tu avais des conseils à donner sur comment on arrive à concrétiser nos désirs, nos rêves? En gros, ce serait quoi l'état d'esprit, les clés concrètes des actions au quotidien? Tu donnerais quoi comme conseil? Alors déjà, le premier conseil que je donnerais, c'est de pas donner de conseils.
Bien. Merci. Parce que Très. je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être à l'écoute de quelqu'un qui vient même avec ses problèmes. En fait, il a juste envie d'être écouté et plus tu lui parles et moins il t'écoute. Un conseil, c'est quand on te le demande déjà. Donc, ne cherchez pas à conseiller, cherchez déjà à inspirer, de se dire, qu'est-ce que là j'ai fait et qu'est-ce que je suis en ce moment qui ferait que je serais fier de moi et me dire, je suis vraiment en phase. Donc, déjà de se poser des questions, d'avoir un socle de questionnement que tu te poses dès que tu commences ta journée et te mettre par la respiration, vraiment se connecter, se dire qu'aujourd'hui, il faut prioriser des choses qui vont te bâtir de l'intérieur. Mm. Combien de temps on peut tenir sans respirer? 3 minutes? Voilà, t'es très forte. Ouais. Voilà. Avec tout ça, j'ai besoin de respirer tout le temps. Donc, tu te connectes par la respiration. Au plus profond de tes cellules, tu vas ne serait-ce que respirer le matin. Et s'il y en a qui connaissent la cohérence cardiaque, ok, top. Si tu veux marcher, vas-y, top. Si tu veux te mettre en fait en mouvement tranquillement, pas besoin forcément d'aller faire des exercices vraiment violents le matin, mais te connecter par la respiration. Ensuite, de te prendre un bon petit verre d'eau. En effet, on est composé à combien de pourcents d'eau? 80? Oui, apparemment. J'ai pas compté. En tout cas, beaucoup. J'ai Donc, du l'impression coup, d'être dans un interrogatoire tout à c'est coup. ça. Donc, du coup, te dire qu'à partir du moment où tu sais que il te faut boire et te connecter par l'eau et toi-même agir un peu comme l'eau, que les choses glissent sur toi, te dire que toi, tu vas atteindre ta destination, peu importe le format, soit comme l'eau, disait Bruce Lee, bah, tu commences ta journée, tu te connectes à l'air, tu te connectes par l'hydratation, et à partir d'un moment, bah, une fois que t'as fait ça, tu mets ton corps en mouvement en étant à jeun. C'est des préconisations, hein. En étant à jeun pour éliminer par la transpiration, ainsi de suite, tous les débris de la veille. Il y en a beaucoup qui dorment avec les débris de la veille et qui se réveillent avec les débris de la veille. Élimine-les par la peau, par la sueur, ainsi de suite. Et à jeun, ton corps va créer les nutriments qu'il faut pour nourrir et préparer à absorber la bonne nourriture. Donc, troisième étape, je me nourris. Après, non, troisième étape, non, je me mets en mouvement, j'élimine. Et Et la ensuite, respiration? voilà, bah, tout ça, après, Ouais. ça va s'enclencher. Ensuite, bah, je me nourris s'il faut. Mais avant de se nourrir, je préconiserais, si tu veux, pendant que tu es en train de prendre quelque chose de léger, de salé, d'éviter les trucs sucrés dès le matin, écris. Écris ce sur quoi tu vas te mettre ton focus. Écris peut-être les résidus de ce qu'il y a la veille ou les anecdotes et ainsi de suite. Mange, nourris ton corps, tiens. Et une fois que tu as ton focus et que tu es passé par ces étapes-là, tu sais que de l'intérieur déjà c'est OK et bah tu as enclenché tes premières victoires. Peut-être ça peut être ton lit que tu vas faire. Si par exemple bon tu as un partenaire qui est dans le lit qui lui se lèvera après, bah il se lève, bah, tu vas faire ce qu'il y a à faire. Tu fais tes premières victoires. Si c'est pas le lit, ça va être juste de mettre les choses en place, ta préparation, tes premières victoires. Et après là tu te connectes après au monde extérieur. Avant d'aller sur ton agenda et ainsi de suite, au moins tu t'es connecté à ça. Et ça dure pas forcément longtemps. Donc ça serait les premiers les conseils que je pourrais donner, c'est ne pas donner de conseils, à part si on te le demande. Chercher à inspirer. Inspirer en te connectant étape par étape aux choses les plus vitales. Donc ton esprit par la respiration, hydratation. Ensuite, tu mets tout ça en mouvement, tu libères en fait tout ce qui est à libérer de ton corps par le fait de te mettre en mouvement, mais à jeun, si tu peux, hein, après prescription médicale. Ensuite, tu manges, mais ou tu écris, si possible, t'écris avant, tu écris, tu lis, tu écris, tu manges, t'as ta victoire intérieure, t'as tes points de focus, t'as tes premières victoires, parce que t'as peut-être rangé ton lit, t'as fait tes premières victoires, et ensuite tu te connectes à tout ce qui est extérieur. Effectivement, ça change ta journée, ça change du coup tes semaines et tes mois et tes années et ça change ta vie au final. Oui, parce que tout à l'heure, je précisais, c'est qu'on a tellement de phases de vie où on n'est pas responsable, on n'a pas toutes les clés en main pour vraiment se dessiner. Donc, à partir du moment où ton lot de souvenirs, euh, ton lot de souvenirs et de références au passé sont plus importants que ton lot de choses à construire là maintenant pour en phase avec la personne que tu veux devenir. Donc là, par ces choses-là, tu te permets de construire un présent plus un présent plus un présent en phase avec ce que tu veux devenir. Et donc du coup, d'atténuer en fait les souvenirs des expériences passées et de te recycler. Et donc du coup, forcément, de changer ton quotidien, ton caractère, parce que tu vas le faire par rapport à tes besoins, pas par rapport à tes envies. Tu sais que c'est tes rituels.
Et quelqu'un qui change son caractère, après un moment, il change sa destinée. Ouais, parce que tu changes tes pensées, tes émotions. Du coup, tu changes aussi ta manière de fonctionner, d'agir, de réagir et tout ce que tu mets en place dans ta vie, en fait. C'est Tout ça. ça est imbriqué. Donc, si tu changes ta personnalité, tu changes tout ce qui découle de cette personnalité. C'est ça. Et tu es dans le processus au lieu d'être dans le résultat. Donc, t'es pas dans quelque chose d'extérieur vers l'intérieur. Donc, le résultat et tout ça. T'es dans le processus. Personne le sait. Personne, en fait, là, il n'y a pas le regard de l'autre, il n'y a pas la validation extérieure, il n'y a pas la reconnaissance. Là, c'est vraiment, on est de l'intérieur à l'extérieur, tu es dans le présent, tu le cumules en phase avec la personne que tu veux devenir. Ça change ta vie. J'aimerais revenir un petit peu sur la boxe. Est-ce que tu peux nous partager ta philosophie de la boxe, ta vision de la boxe, également le lien que tu entretenais avec tes adversaires? Moi, la boxe, je trouve que c'est bien parce que tu vois, ça saigne, tu casses des dents. Je me dis, est-ce que je vais tuer quelqu'un? C'est trop bien, j'ai le droit. Non, je plaisante. Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, en boxe, la boxe pour moi, dès que j'ai compris que c'était un art de vivre, donc ça s'est fait en plusieurs étapes. Première étape, j'étais en colère. Les blessures que j'ai aujourd'hui datent de cette période-là. J'ai eu ce premier voyage en Afrique qui m'a permis de vraiment comprendre, en gros, que je suis un Français d'origine ghanéenne. En fait, je suis Enoch, je suis ce que je veux. Si je veux, demain, je serai Canadien. Ben, dès que j'ai compris, en fait, que je pouvais me cantonner, en fait, à me concentrer sur ce que je voulais devenir, il a fallu que je me crée un art de vivre. Pour créer cet art de vivre, la boxe faisait partie des ingrédients. Et le combat en tant que tel ne me fascinait pas plus que ça. Parce qu'en fait, finalement, les coups, quand on a reçu, t'es là vis-à-vis d'un adversaire, les coups, ça te fait rien du tout. Et ça, t'as pas besoin d'être un boxeur pour le connaître. Tu peux être une femme, avoir reçu des coups, tu vois, ce qui fait plus mal, c'est peut-être l'humiliation qu'il y a derrière le coup que le coup en tant que tel. Voilà. Donc, à partir du moment où j'ai pu découvrir l'art de vivre qui est derrière, mes adversaires, en fait, n'étaient que des personnes qui m'aidaient, en fait, à faire jaillir le meilleur de moi. Donc, ils m'ont appris que même s'ils étaient plus forts que moi, même s'ils trichaient, même si j'avais un public hostile, c'était pour faire sortir le meilleur de moi. Donc, au final, ils devenaient en fait des partenaires. J'étais plus en compétition contre eux. J'étais en compétition pour être meilleur, à travers ce qu'ils me proposaient comme défi. Et quand tu comprends ça dans la boxe, purée, bah tu peux être boxeur jusqu'à la fin de ta vie, et c'est être boxeur. Donc, c'est pas une histoire de muscle, c'est une histoire de caractère, d'énergie, et qui fait qu'aujourd'hui, bah, mon rapport avec mes adversaires est que, bah, on s'envoie des mots. J'ai pas hésité s'il fallait. Je me souviens de quelqu'un qui venait des pays de l'Est. On avait fait un combat très dur. Et je voyais ses chaussures, elles étaient toutes. Je pense pas qu'il avait la sécurité sociale. Je lui ai remis mes chaussures. On venait de me les offrir pour que je puisse faire la compétition, représenter la France. Lui, je sentais pas du tout que ses chaussures, c'était voilà. Je lui ai remis. Je dis pas ça, je l'ai pas remis pour le dire, c'est la première fois que j'en parle de ça. Et donc, j'ai un rapport à eux qui, voilà, je les remercie, gratitude. Donc, en fait, le rapport à la boxe, c'est celui-là, c'est un art de vivre dans lequel mes adversaires font sortir le meilleur de ce que j'ai à sortir de moi, me challenge, et ça, c'est transposable, ça, c'est transposé au quotidien. Quand j'ai eu de l'adversité que j'ai dû transformer en coopération, en fait, au final. Mais en fait, dans la boxe, tu te sers plus de la force de l'autre plutôt que d'essayer d'être plus fort. Il y a aussi beaucoup de valeur, en fait. Oui. En fait, la force, c'est l'une des composantes de l'énergie. Voilà. C'est-à-dire, je me sers même pas forcément de la force, je me sers de l'énergie ambiante. Je monte sur un ring, tu me fais des cris de singe. Il y a de l'énergie. Et parmi les personnes qui ont fait des cris de singe, ça, je me souviens d'une expérience en Espagne, c'était les mêmes personnes qui applaudissaient. Donc, en fait, il y a une énergie dans laquelle il y a de la force, il y a de l'émotion, il y a tout ça, mais il y a une énergie. Si tu captes cette énergie-là, je m'en sers, je m'appuie dessus pour la combiner avec la mienne. Et une énergie, c'est différent de la forme dans laquelle tu es. Tu peux être en très mauvaise forme, mais avoir une énergie débordante qui va faire que, même si ton adversaire est plus fort que toi, le coup que tu vas mettre dans le bon timing va faire que toi, tu vas créer un chaos là où statistiquement, physiologiquement, physiquement, sur le papier, t'es battu. Et donc, à partir d'un moment, en fait, voilà, la force est l'une des composantes, en fait, d'une énergie que toi, tu dois saisir, capter, l'imbriquer à la tienne
au-delà de la forme dans laquelle tu peux être. Par exemple, on réalise une interview. Est-ce qu'on est dans le meilleur pic de notre forme? C'est un autre sujet. Ouais. Quelle est l'énergie qu'il y a ici dont on va se saisir pour créer une interview à travers laquelle les gens vont pouvoir capter des messages? Après, la forme, bah, ça prendra la forme qu'il faut que ça prenne. C'est tout. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que la force, elle est vraiment intérieure? C'est-à-dire, elle n'est pas forcément dans tes muscles, oui, il y a de la stratégie, mais pas que. Il y a ma force intérieure, celle qui m'anime, celle à laquelle je suis ancrée, en fait, à laquelle je suis reliée. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, en fait, j'appelle ça énergie parce que la force, moi, ça me fait penser vraiment Au muscle. aux muscles, à quelque chose de mesurable, alors que l'énergie, ça l'est pas forcément. Donc, oui, cette énergie qu'on peut appeler force, chacun son mot, on peut s'approprier les mots à partir du moment qu'on crée une langue, c'est que les gens ont décidé de s'approprier les mots, donc on va s'approprier les mots nous-mêmes. La force ou l'énergie est d'abord intérieure. Elle n'est pas juste intérieure. T'as pas mal de gens, c'est des rêveurs, des trucs, ils ont tout à l'intérieur. Tu leur parles, ah blablabla, tout à l'intérieur, c'est super. Mais à partir d'un moment, c'est d'abord intérieur et ça se manifeste et ça a de l'impact sur l'extérieur. Donc, à l'intérieur, ça rayonne d'une certaine manière et à l'extérieur, ça prend forme d'une autre manière. Donc, tu vois, on est sur des dimensions qui sont différentes. Ouais. Donc, c'est d'abord intérieur, mais ça se manifeste à l'extérieur. Qu'on le veuille ou non, quelqu'un qui est pas forcément bien intentionné, qui est pas bien dans sa peau, tu le ressens avant même qu'il parle. Et ça prend forme, ça peut être sous forme allez, je râle, de colère, d'insulte, ou de gratitude, enfin ce que tu veux, mais ce qui se manifeste d'abord à l'intérieur prendra forme après à l'extérieur. Mais aussi, c'est une histoire d'étape parce qu'on rayonne, en fait, mais sur différents cercles, sur différents niveaux, pardon. Enoch, tu peux nous partager les valeurs qui te guident au quotidien? Des valeurs dans le sens des mantras, Non, plutôt des valeurs dans le sens, la générosité, c'est une valeur qui m'anime, l'authenticité. parle d'intégrité, ça vous parle ou pas? Oui, voilà. Juste de dire, je veux faire quelque chose, parce que je fais la différence entre intégrité et honnêteté. D'accord. Les gens qui sont honnêtes ne sont pas forcément intègres. Et les gens qui sont intègres, sont obligés d'être honnêtes pour être intègres. Et être honnête, ça veut pas forcément dire que tu es moral. Hein. Un mafieux peut être très intègre. Et peut-être que quelques moments avant, il a ôté la vie de quelqu'un. Tu vois, la morale et l'éthique, c'est propre à chacun. Donc l'intégrité, je pense que c'est quelque chose que quand tu combines avec le fait de chercher à être authentique, donc quelqu'un qui est authentique ne cherche pas à être parfait. C'est-à-dire aujourd'hui, le côté chercher à être dans le contrôle, à être parfait, je veux plus ça. C'est chiant, c'est nul. Donc l'intégrité, l'authenticité, l'audace, la maîtrise. J'aime bien aussi la maîtrise, la notion d'être maître. Le partage. Des fois, vis-à-vis des enfants, c'est atroce parce que quand tu as grandi dans des contextes où les adultes utilisaient un peu leur force, leur posture pour t'enseigner quelque chose, et que toi tu te dis, mais moi je vais enseigner à mes enfants mais de manière différente. Bah, des fois, tu peux te retrouver à parler trop et eux, ils veulent juste ton authenticité, ton intégrité, ton audace, tes réalisations. Ils veulent s'inspirer. Et plus tu parles, et moins ils t'écoutent. Mais le partage, parce qu'à partir du moment où tu veux traverser les temps, tout ce que tu es va rayonner. Et déjà, c'est pas mal. Hein. Après, Pas mal. la famille. Ouais. La famille, je sais pas si c'est une valeur. Mais voilà, il y a la famille de ce que tu construis et t'as ta famille de cœur. T'as des personnes aujourd'hui qui peuvent pas faire d'enfants et qui se créent une famille de cœur. Faire un enfant, c'est pas forcément avoir un bébé, ça peut être aussi accoucher de projets qui vont. Vous avez combien de personnes qui arrivent pas du tout à impacter leurs propres enfants, mais qui ont impacté des milliers d'autres enfants. Donc, comme socialement, c'est bien d'avoir un enfant et que des fois tu veux sentir la vie en toi, tu te dis que c'est comme ça, mais il y a différentes manières en fait de faire les enfants. Ça peut être comme ça. Donc, la famille de cœur, celle qu'on construit. Voilà. Merci. Enoch, j'aimerais maintenant évoquer ton livre qui vient de sortir, 12 randes pour exister au-delà des échecs. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre? Très bien. En fait, ce livre, donc,
on parle de round au lieu de parler de chapitre parce que j'insiste sur le fait que le rapport au temps, il peut être plus en phase avec des cycles. Donc, on est chacun dans nos cycles. Donc, je propose à des personnes de vivre 12 rounds dans lesquels on compose ça de 3 choses. Un, une anecdote qui correspond à un parcours de vie et en lien avec une thématique qui peut être le rapport, je sais pas, ça peut être au deuil, à l'abandon, à la quête de sens, oser entreprendre, toutes ces choses-là. Une leçon qui a été tirée et des challenges que je propose aux personnes et que les personnes peuvent mettre en application sur 30 jours, sur 12 rounds. Donc, ça te fait sur 1 an. Donc, les personnes peuvent le lire en 3 volets, limite. Tiens, des parcours de vie, les leçons tirées, quels sont les challenges que je me mets en place. Et l'idée, c'est qu'après, à la fin de ce bouquin, on crée des communautés de personnes qui osent se challenger. Bien sûr. Se challenger, c'est pas forcément de la compétition extérieure. C'est juste, en fait, de se dire, voilà, je vais aller au-delà de mes doutes, de mes échecs. En tout cas, je vais combiner et je vais cumuler des apprentissages pour pouvoir me réaliser au-delà de ce que les personnes perçoivent du mot échec. Donc, on a volontairement laissé le mot échec parce qu'on a un rapport à ce mot qu'il faut qu'on change. L'échec, en fait, on devrait le remplacer par le mot apprentissage ou route vers la réussite. Mais en aucun cas, en fait, quelque chose de négatif. Donc, dans ce livre-là, on trouve, en fait, des exercices très pratiques à mettre en exergue pendant 12 rounds à travers des anecdotes qui peuvent concerner, en fait, des personnes, tout un chacun, en fait. Et c'est pour que les personnes puissent se réaliser en ayant des outils complémentaires à celles qu'elles ont déjà. Et pour les personnes qui se sont déjà réalisées, qu'elles passent de la réalisation à la quête de sens. Voilà, dans ce livre. Et je fais le parallèle avec la boxe, avec l'art de vivre qu'il y a dans la boxe. Parce que la boxe, c'est un super sport collectif pratiqué en individuel. Tu n'arrives pas tout seul en boxe. Un boxeur n'est rien sans adversaire, sans coach, sans peut-être une femme, une famille, sans un environnement, sans public, sans quelqu'un qui s'occupe de son management, sans son coach, sans son thérapeute, il n'est rien sans ça. Et dans la vie, en fait, même si on est des fois dans des dynamiques collectives, c'est chacun des maillons qui est important. Et c'est pour ça qu'on fait le laïus avec la boxe. Je te remercie, donc moi j'ai hâte de le lire personnellement parce que je trouve que c'est vraiment précieux d'avoir des clés au quotidien. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une inspiration, une citation inspirante à nous partager? Ah, c'est là que je dois faire mon marabout, quoi. Alors, une citation inspirante, je sais pas si elle va être inspirante, mais un message en tout cas important, message, une citation inspirante que tu aimerais nous partager? En fait, quand on s'autorise à faire mieux au lieu d'être dans la quête du plus, tu finis par comprendre qu'en fait, la quête du mieux ramène du plus. Alors que la quête du plus ramène pas forcément du mieux. Donc, ton maximum d'aujourd'hui peut être ou est ton minimum de demain. D'accord. Donc, dans le stress, quoi. Donc, déjà, ça va être vraiment ça. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon, j'en aurais plein. Ouais. T'as pas une petite citation, toi, qui vraiment est ton leitmotiv? Et sinon, ça peut être la citation qui est là. Quand tu as envie d'abandonner, pense à la raison qui t'a fait commencer. Donc, cette citation, pas mal. Quand tu as envie d'abandonner, pense à la raison qui t'a fait commencer. C'est vraiment quelque chose qui t'anime au quotidien. En fait, ça dépend en fait des cycles dans lesquels je suis. Si, exemple, je m'interroge au niveau entrepreneurial, ou ça peut être dans la partie relationnelle, ou ça peut être même la partie couple, ou en fait, quand tu as envie d'abandonner, repense à la question, à la raison que t'as fait commencer. Et tu te rendras compte en fait que la question, ce qui t'a fait commencer, et tu vas te refocus sur l'intention et tu vas recalibrer et te dire attends, ça en fait là je suis parti dans telle série d'actions, de pensées, allez je recalibre. Donc si je suis dans ce cycle-là, chaque cycle a son lot de citations. Enoch, je te remercie de nous avoir partagé tes expériences et tes réflexions. Et aussi, j'ai vraiment hâte de lire ton livre parce que je pense que ton parcours tellement inspirant peut nous apporter des clés précieuses pour trouver notre responsabilité et notre souveraineté au quotidien. Waouh, ça, c'est une parole de reine, ça. Souveraineté. Ouais, du coup, si ça peut aider à construire le côté où je me sens reine dans chacune des femmes qui vont le lire, je me sens roi dans chacun des hommes qui vont le lire,
Ce livre, il est là pour ça. En tout cas, il a été fait avec le cœur et la méthode, super bien dirigé par Anne Guéquer et Oui. les éditions Erol, que je tiens à remercier très sincèrement. Et puis, tous ceux qui m'ont accompagné au quotidien, ma madame, ma famille, que je remercie très sincèrement. Ben, merci à toi, Enoch. Merci, Sabrina.